avant tout, je voulais juste dire que on en a discuté il y a 2 minutes avec Michel, c'est que les néonatologues, on ne les voit pas d'habitude, ou on les voit très peu, et en fait ils sont une pierre angulaire dans la prise en charge des enfants qui ont une myéloméningocèle et qui jouent le rôle en quelque sorte de chef d'orchestre à la naissance. Et c'est extrêmement important parce que c'est eux qui prennent contact avec toutes les autres spécialités et en général on n'en entend pas beaucoup parler. Donc je voulais dire que le boulot de Chouchanik est extrêmement important et qu'il fallait pas dévaloriser tout ça, qui est néonatologue, bien sûr. Effectivement, la prise en charge des enfants atteints par dysraphisme qui débute déjà en anténatal, après la naissance, l'enfant est confié au néonatologiste. Oui, d'accord. Voilà. Alors, on va parler de rôle de néonatologiste. C'est la prise en charge tout de suite après la naissance, la stabilisation de l'état d'enfant après la naissance et l'aide à l'adaptation à la vie extra-utérine. Après, le pédiatre va faire le premier examen clinique avant la préparation à la chirurgie. Après la chirurgie, c'est la prise en charge globale sur le plan neurologique, urologique, orthopédique, aussi sur la prise en charge du confort d'enfant et de l'état nutritionnel global. Le rôle de pédiatre n'est pas seulement médical. Le néonatologiste coordonne les soins pendant l'hospitalisation. Il participe à la communication et soutien de la famille et organise la suivi pluridisciplinaire à la sortie. En cas de naissance d'un enfant avec dysraphisme spinal, la présence de pédiatre en salle de naissance est obligatoire. En fait, en dehors de tout matériel habituel, il faut préparer quoi à protéger la lésion dorsale, à savoir les compresses stériles, le sérum physiologique tiède et des pansements protecteurs. Toutes les actions de prise en charge initiale sont dirigées vers la protection de la lésion spinale pour protéger le placote neural exposé et pour éviter les infections secondaires à travers le sac dorsal. Par la suite, l'enfant est transféré en service de néonatologie pour le monitoring et pour préparer la chirurgie initiale. Le timing de chirurgie est discuté avec les neurochirurgiens. C'est à ce moment-là que on nous appelle. Et en général, on regarde le défect cutané, on regarde si ça correspond exactement à ce qu'on avait vu en anténatal, ce qui arrive dans une très très grande majorité des cas. On évalue la taille de la déhiscence de la peau, la taille de la placode. On les évalue à ce moment-là aussi avec les néonatologues au niveau cérébral. On leur fait une échographie pour vérifier comment ils sont au niveau cérébral. Et c'est à ce moment-là qu'on discute du timing opératoire. Je reviendrai dans la présentation suivante sur l'heure et le moment timing le plus opportun pour les opérer. En attendant l'intervention et autour d'informations, on va continuer à faire l'examen clinique général, évaluer l'état neurologique d'enfant à l'étage médulaire et à l'étage cérébral et chercher des malformations associées. À l'étage cérébral, on va évaluer l'importance de Chiari-2 et d'hydrocéphalie. On sait que ces anomalies sont souvent associées au dysraphisme spinal, mais je pense qu'il est plus légitime de parler de séquence de dysraphisme au lieu d'association de Chiari et hydrocéphalie, parce que la malformation initiale conditionne l'apparition et l'évolution des autres entités nosologiques comme le Chiari et l'hydrocéphalie. Cette notion de séquence est à double importance. Il a l'importance diagnostique parce que les remaniements à l'étage cérébral, le Chiari, hydrocéphalie et aussi les anomalies de la substance blanche périventriculaire, la dysgénésie de corps calleux, la rupture septale, les hétérotopies corticales sont la séquence de malformations initiales et du coup, c'est pas la peine d'aller chercher inutilement d'autres malformations associées à dysraphisme. Et après, cette notion de séquence de dysraphisme a l'importance dans la prise en charge de ces enfants parce que la chirurgie précoce et la prise en charge adéquate
va pouvoir ralentir l'évolution d'hydrocéphalie et de Chiari-2. Et par ce fait, améliorer le pronostic neurologique et psychodéveloppemental de ces enfants. La deuxième étape, c'est évaluer le niveau lésionnel médulaire. En service de néonatologie, actuellement, on utilise des scores de notation normalisés afin de déterminer le niveau lésionnel. Un score de notation normalisée aide facilement à déterminer le niveau lésionnel. On utilise Spinal Bifid Neurological Scale qui est basé sur l'évaluation de fonctions motrices, les présences de réflexes chez les nouveau-nés. Moi, j'appelle cette score une espèce d'abdiar médulaire chez le nouveau-né parce qu'avec l'augmentation de la cotation, il a l'amélioration de pronostic. La cotation au niveau motrice compte 6 points et au niveau des réflexes, 4 points. On évalue la motricité au niveau des hanches, des genoux, des chevilles et après les réflexes rotulien, achillien et anal. Une cotation inférieure à 5 parle d'un pronostic non ambulatoire, est en faveur d'un pronostic non ambulatoire avec une sensibilité dans 84%, avec une 84% de sensibilité à l'âge adulte et une cotation entre 5 et 9 évoque un état ambulatoire avec une meilleure sensibilité à 94%. Pardon. Alors pour rendre ça, parce que c'est un peu compliqué, globalement pour qu'un enfant puisse se tenir debout, il faut qu'il puisse bloquer ses genoux. Donc tout simplement, en fait, on va vérifier le niveau. Donc plus la malformation est haute, plus il y a des risques que l'enfant ne marche pas. Plus la malformation est basse, plus il a tendance à pouvoir marcher. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Et donc l'état initial et l'examen initial nous permet de dire pratiquement dès la naissance, même souvent en anténatal, puisqu'on a des diagnostics du niveau en anténatal qui correspond souvent à ce qu'on voit en postnatal. Et on peut dire déjà si l'enfant va pouvoir marcher à la naissance ou pas. C'est à peu près ce que ça veut dire, tous ces chiffres. Alors, cette cotation a non seulement une valeur pronostique, mais aussi une analyse, et permet d'analyser les modifications chronologiques parce qu'on sait que les symptômes neurologiques progressent souvent avec la croissance des nouveau-nés. On ne peut pas trop parler de pronostic sphinctérien en période néonatale, mais déjà la présence de béance anale, le globe vésical, distension abdominale sans urine pendant le premier jour de vie sont des signes de pronostic péjoratif dans l'enfance. On va compléter les examens cliniques par l'échographie. On va diriger la prise en charge de ces enfants dans le but de protéger la fonction rénale. On va réaliser une échographie rénale pour évaluer l'état initial et on va mettre en route des cathétérismes intermittents propres afin de diminuer le risque rénal. Après, l'autre volet de prise en charge des nouveau-nés, c'est l'accompagnement des parents. J'ai mal à tourner mes diapos. Pendant toute étape d'examen de nouveau-né, on utilise le principe de bientraitance, autant pour l'enfant que pour les parents, dans le but d'établir une rencontre. L'établissement de relations indispensables pour la survie du bébé. Le rôle d'un néonatologiste donc, est double, de concilier les impératifs médicaux avec le respect du bébé et de ses parents.